Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Salma Chedadi, bienvenue à vous. Vous êtes artiste, réalisatrice. Votre exposition Redburn est à voir à la galerie MCC, galerie donc à Marrakech au Maroc. Et votre documentaire a pour titre Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est diffusé sur Arte, première diffusion le 18 février et dès le 11 février sur arte.tv. Claudine Le Tourneur, disons, bienvenue. Vous êtes journaliste spécialisée en égyptologie, autrice du livre La bibliothèque d'Alexandrie, la première intelligence du monde, c'est aux éditions du Cerf. Et pour l'humour, deux invités, Nidal Saadi à Tunis, merci d'être avec nous. Vous êtes humoriste et acteur. Vous présentez votre nouveau spectacle Deuxième Vie à Lima Comedy Club, 7e édition, du 28 janvier au 1er février à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et vous serez au Théâtre Le République le 27 mars prochain. Et en plateau, Malik Belkhodja, bienvenue également. Vous participez, vous aussi, à cet événement. Vous animerez le 31 janvier avec Sabrine Zayani la soirée spéciale mariage de Lima, tout un programme, on imagine. Vous jouez votre spectacle Charot responsable au Métropole à Paris jusqu'au 25 avril. On commence avec cette bibliothèque mythique, légendaire, Claudine Le Tourneur, disons. Pourquoi est-ce que ce fut la première intelligence du monde ? Eh bien, évidemment, c'est toujours la question, puisque c'est le titre, mais la première intelligence du monde, c'est la première intelligence humaine. Hein. Ouais. Tout simplement. Ouais. La vraie, loin de l'intelligence artificielle. C'est de là, sans l'intelligence humaine, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Donc, tout découle de là. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer et peut-être rappeler, c'est que tous nos savoirs viennent déjà de l'écriture et que l'écriture remonte à quelques milliers d'années quand même. Et vous le rappelez, Alexandrie, plus qu'une ville, une idée, le lieu où l'humanité, pour la première fois, a imaginé rassembler l'ensemble des connaissances pour en faire un outil de puissance, autant que d'émancipation, on va en parler. Alors justement, j'aimerais lire cet extrait. Ptolémée Ier connaît bien, écrivez-vous, les ressorts de la domination des peuples. À Alexandrie, le roi bâtit bien plus qu'une capitale. Il construit un empire intellectuel et spirituel où le ciel et la terre s'entrelacent en verrouillant tous les leviers du pouvoir économique avec le port, religieux avec Sérapis et intellectuel avec la bibliothèque. Il impose son hégémonie sur la Méditerranée. Clairement, cette bibliothèque légendaire, c'est un outil de pouvoir. C'est un outil de pouvoir, mais un outil de pouvoir qui passe par l'intelligence humaine, par la connaissance et par tous les savants et tous les scientifiques et tous les philosophes qui se sont penchés sur cette connaissance et qui nous ont donné les savoirs qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui. Et les idées. Et en fait, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est comment aussi, à travers cette bibliothèque et grâce à cette bibliothèque qui a été le premier centre intellectuel du monde, le premier centre de recherche scientifique, où il y a eu des échanges absolument extraordinaires entre tous les savants et tous les lettrés qui étaient adoubés par Ptolémée, puisque c'était une bibliothèque royale financée par le pouvoir. Et donc, tous ces grands savants venaient y travailler et il y avait des copies qui étaient faites, il y avait des armées de copistes qui étaient en fait des esclaves. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était des papyrus et pas véritablement des livres, mais on les appelait des livres, et qui devaient recopier pour que cette connaissance et tous ces savoirs se répartissent à travers le monde. Et en fait, c'est ce centre, le premier centre de l'humanité qui a regroupé autant de savoirs. Et aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui essaie de regrouper tous les savoirs du monde, mais avec un autre objectif complètement... C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, elle aurait fonctionné, cette bibliothèque, pendant près de 6 siècles, mais il y a tout, on va pas dire une polémique, mais un mythe qui entoure sa destruction. Alors, quand sait-on vraiment, vous l'abordez, l'incendie? L'incendie, c'est un mythe ou c'est vrai? L'incendie, c'est plutôt un mythe. Mais aujourd'hui, la plupart des historiens contemporains sont d'accord à dire que cette bibliothèque n'a jamais brûlé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, aucun historien après César, en fait, elle aurait brûlé à l'époque de Jules César, quand César, pour se défendre, met le feu au bateau du port, et que dans l'incendie, la bibliothèque aurait disparu. Or, ce qui se passe, c'est que les palais royaux
la bibliothèque est dans le prolongement des palais royaux. Les palais royaux ne disparaissent pas et donc la bibliothèque n'a pas disparu. Et il n'y a aucun auteur après César qui ne parle de la disparition de cette bibliothèque. Ouais, donc c'est vraiment, après, ça a laissé cours à beaucoup de théories. Ce qui est beaucoup plus véridique, historique en tout cas, c'est que cette bibliothèque est morte de sa belle mort, morte d'entretien, morte parce qu'on ne faisait plus venir des livres ni des savants et qu'elle a été pillée, elle a souffert de la guerre et que finalement, quand les Arabes arrivent au 7e siècle, il n'y a plus de bibliothèque. Et, oui. Et donc rappelons qu'en 2002 a été inaugurée sur quasiment le même emplacement la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. C'est pas tout à fait le même emplacement. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais enfin bon. Pas trop loin, on va dire. Pas trop loin. Et Alexandrie, en tout cas, le livre, il sera présenté d'ailleurs, je crois. Alors le livre va être présenté. En un mot. J'ai la chance d'être invitée le 10 février à la bibliothèque d'Alexandrie parce que pour eux, ce livre est un événement. Il est pour moi, mais il est aussi pour les Égyptiens, parce qu'en fait, c'est un peu un livre qui raconte toute l'histoire de ce périple de la connaissance, mais qui part de l'Égypte ancienne. De l'Égypte ancienne. De l'Égypte ancienne et de la Mésopotamie. Et donc, j'ai rendu un peu un hommage aux Égyptiens, et qui me rendent le même hommage en m'invitant pour voilà, présenter. C'est une belle histoire. Et donc, hommage au effectivement, c'est une très très belle histoire. Et si les Égyptiens m'entendent, ils sont tous bienvenus à la bibliothèque. Eh bien voilà qui est dit, puisqu'on est regardé TV5 Monde en Égypte et Maghreb Orient Express le 10 février. Donc, le 10 février à 15h à la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Nidal Saadi, vous êtes donc à Tunis, la capitale tunisienne, dans votre spectacle Deuxième vie. Vous racontez votre deuxième vie, donc celle de jeune papa. C'est en arabe dialectal. Alors cette nouvelle vie, pas trop fatigant ? On dort beaucoup moins, mais dans cette deuxième vie, en fait, je raconte dans le spectacle pourquoi ça s'appelle Deuxième vie. C'est parce que maintenant, d'abord, il y a la première partie qui est la deuxième vie d'adulte. J'approche des 40 ans et là, on voit de plus en plus ce décalage. On comprend maintenant qu'on n'est plus un jeune et que, on est classé dans la catégorie des quasi vieux, entre guillemets, le décalage de la langue, le langage, etc. Je veux dire, quand on regarde bien, on est la dernière génération. La nôtre est celle qui a connu un monde sans les réseaux sociaux, sans Facebook, sans Instagram, la mienne, du coup. Et j'imagine que la vôtre aussi, parce qu'on a, je pense qu'on a presque le même âge. Et c'est vrai, Nidal Saadi, alors il y a les nuits blanches qui deviennent des scènes cultes dans votre spectacle. Alors, vous avez cette énergie, cet humour piquant aussi. En fait, vous arrivez à transformer la vie, celle que l'on vit toutes et tous, sans doute parfois, en un spectacle où on se retrouve. Ça, selon vous, c'est la force de l'humour. On va le voir tout à l'heure aussi avec Malik Belkhodja. C'est aussi que quand on vient vous voir, eh bien, on dépassionne les choses. Oui, un humoriste, c'est forcément quelqu'un de très observateur. Et il y a des choses que je considère très universelles, que tous les êtres humains, quel que soit, un peu partout dans le monde, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines, etc., il y a des choses qui sont universelles et propres à l'être humain. Et c'est ce genre de choses que j'essaie de toucher, en partant, bien sûr, de moi à la base. Par exemple, quand je touche à un sujet, être, par exemple, en surpoids ou être en obésité, etc., je veux dire, n'importe quel être humain sur Terre a eu, par exemple, un problème avec son corps et il y a eu un petit complexe avec son corps à un moment donné. Et donc, je pars de là. Mais pour revenir, pourquoi le spectacle s'appelle Deuxième vie, pour revenir très rapidement, il est en 4 parties. La deuxième vie d'adulte, de personnes, on va dire, âgées, on s'approche de la quarantaine. Deuxième vie parce que je me suis marié donc il n'y a pas longtemps, donc c'est une deuxième vie de mari. On n'est plus le célibataire ou ce mec qui sort avec une nana, mais on est un mari maintenant. Et je vois Malik Belkhodja qui sourit déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais on verra peut-être tout à l'heure. Allez-y. Parce que lui, c'est tout le contraire. En fait, je le connais, c'est un très bon ami, Malik. Mais c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et je ne sais même pas s'il aura l'occasion de la connaître avec son rythme de vie, Malik. On va lui demander dans un instant le charron responsable. On ne sait pas si c'est lui. Juste un mot. Alors, juste en un mot, vous explorez la thématique de la paternité universelle. Est-ce que le rôle du père évolue en Tunisie, selon vous ?
Le rôle du père est très différent pour moi. Désolé de casser l'ambiance, je vous pose une question de sociologie là d'un coup. Non, mais le rôle du père pour moi il varie qu'on le veuille ou non, en fonction du background qu'il y a derrière. Quand j'ai background, c'est-à-dire le pays dans lequel on a grandi, de la religion, les origines, l'endroit, la géolocalisation. Et donc le rôle de père et la fonction de père est exercée d'une façon très différente en fonction de ces paramètres-là, qui sont bien sûr, qu'on le veuille ou non, l'endroit où on est, la religion, etc. Voilà, c'est universel la paternité, mais il n'y a pas un seul papa pareil, on imagine. Alors je le disais, vous êtes aussi acteur, vous avez notamment joué dans Start-up en 2025 du réalisateur Eiffel Ben Youssef, et vous êtes en ce moment en plein tournage pour une série sur le Ramadan qui approche à grands pas. On va vous laisser tourner vos scènes. On vous remercie beaucoup, Nidal Sadi, d'avoir été avec nous, et on vous dit à très bientôt sur notre plateau, sur TV5 Monde dans MOE. On l'espère. Merci beaucoup. À très vite. Le plaisir est pour moi. Bye bye. Merci. Malik Belkhodja, on poursuit avec l'humour et vous, avant de parler de Charo Responsable. Quelques mots d'abord donc sur cette soirée qui m'intrigue déjà, spécial mariage donc à l'IMAC Comedy Club que vous allez co-animer. Quelques mots d'abord sur cette soirée, en quoi ça va consister? Alors, c'est un festival du rire qui a lieu donc à Lima. Donc, il y a plusieurs soirs, dont le spectacle de Nidal et des soirées de stand-up et de comédie club où s'enchaînent des humoristes. Et une soirée, celle du samedi 31, que je vais co-animer avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Sabrine Zayani, sur le thème du mariage. Donc, on sera co-host, on fera des intersketchs, des sketchs, on clôturera la soirée. Pas mal de surprises à prévoir. Je ne vais pas spoiler davantage, mais Sabrine est très motivée pour... rendre jaloux son ex-mari. Donc voilà. Elle est aussi sur ces thématiques, c'est vrai. Totalement. Elle raconte son divorce, Sabrine qui est déjà venue sur notre plateau. Ouais. Votre nouveau spectacle, Malik Belkhodja, Charo Responsable, regardez. En plus, Martin, moi je suis algérien, n'ayez pas peur. Et non, parce qu'en plus, je veux dire une chose, là, ce que vous voyez, ça vous êtes entouré d'arabes, mais mon public, moi, c'est des arabes, pas comme sur BFM. Moi, c'est des arabes. Non, moi, c'est des arabes qui ont réussi. Non, mais c'est vrai, c'est les Arabes en CDI. Le Mnaïkur, il a 54. Vraiment, ça veut dire qu'ils sont tous. C'est les Arabes, tu sais, ils sont dans l'IT, conseil. Et c'est les Arabes qui se marient entre Arabes qui ont réussi, ils reproduisent entre Arabes qui ont réussi. Pour faire d'autres petits Arabes qui vont réussir. Des meufs, moi, je draguais beaucoup de Françaises quand j'étais arrivé. Parce que c'était mon genre de meuf, c'était exotique, c'était des blondes aux yeux bleus et tout, tu vois. Alors quand je dis blonde, c'est pas coloré comme toi chez moi. Je parle de vraie blonde, d'accord? C'est pas là, parce qu'on les connaît. Tu connais la meuf, elle est marron, mais cheveux blonds. C'est pas... Les Arabes, c'est les miracles de la génétique, vraiment. Zarga avec des lentilles bleues, trucs, il y a des meufs, c'est Avatar, elles sont bleues et blondes. Avatar, c'est nous qui l'avons inventé. C'est nous, c'est au Maghreb, on l'a inventé. Voilà, Charo Responsable. Alors là, la fin là, sur la blonde, c'est de l'impro. Hein. Alors bien évidemment. Il n'est pas dans le spectacle. Ouais. Non, pas du tout. De toute façon, tout ce qui Pourquoi vous en aviez une en face de vous? Non, tout ce qui est sur Instagram n'est pas rejoué dans le spectacle. Ouais. Donc là, on était avec Nidal qui parlait de sa deuxième vie de stabilité. Moi, c'est un peu l'inverse. Donc c'est une deuxième vie encore plus instable et encore plus célibataire qu'avant. Non, bien évidemment, je taquine. Mais... Alors c'est quoi être Charo Responsable? Alors Charo, je rappelle, pour les boomers, comme on les appelle, un séducteur impitoyable, un homme qui abuse de la naïveté des femmes et qui les collectionne. Non, on va couper le... Alors, non, on coupe pas, allez-y. Alors, la vôtre, c'est laquelle? Mais c'est un piège ou une émission? C'est quoi ce truc? Le gars, il veut vider mes salles pour 3 mois. C'est quoi un Charo, alors? Non, mais alors déjà, un Charo, c'est quelqu'un qui a du mal à se poser. Voilà, et c'est avant tout une personne qui est victime de lui-même. Voilà, quelqu'un qui est incapable de se poser. Ouais. Et c'est avant tout un personnage qu'on se crée pour se protéger justement d'un marché du célibat qui est de plus en plus dur et violent. Ouais. Donc je préfère renvoyer cette image-là de mec un petit peu Charo pour que derrière une belle surprise. Se cherche aussi, ouais. Là, j'essaie de sauver mon image. Hein. Ouais. La définition que j'ai donnée, c'est celle du mot classique, hein, pour ceux qui connaissent, c'est pas vous. C'est ça, en fait. Et qui doit composer aussi, c'est vrai, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, mais qui a aussi un impact sur nos vies. C'est vrai qu'il faut, et là, je vais peut-être, avant de vous la poser peut-être à Salma Chedadi, quand on a une double culture, et vous racontez, en fait, ce ping-pong entre les deux rives de la Méditerranée, c'est vrai que c'est parfois difficile, avouons-le, de ne pas devenir schizo, non, de vivre en son temps, que l'on soit
pieux ou pas, pratiquant ou pas, que l'on aime la vie aussi, que l'on aime aussi voilà, le plaisir aussi, le plaisir spirituel, le plaisir aussi charnel. Ça peut être compliqué qu'on soit homme ou femme de composer avec ça en 2026 ? Moi, je trouve que ce qui est compliqué, pour moi, c'était d'être une jeune femme au Maroc. Parce que j'ai grandi dans un microcosme très francophone, très occidentalisé, avec des valeurs qui étaient très ouvertes, de tolérance, etc. Et donc oui, j'ai trouvé ça difficile. Et je pense que cette question d'identité, elle s'est résolue en étant pleinement française en France et pleinement marocaine au Maroc. Et je trouve que c'est la meilleure solution. Et ce qui est intéressant avec Malik Belkholla, c'est que vous dites, en fait, c'est surtout, on dit souvent, ce que je disais, de ne pas devenir schizo ou l'être, c'est surtout le regard des autres, en fait. Ouais. On essaie toujours de composer en fonction du regard de l'autre. Alors qu'en fait, ce regard, en fait, il faut juste en faire abstraction. Et il dit peut-être ce qu'on est aussi, il faut juste l'assumer. C'est une question de réponse. Les deux, je crois, je la suscite. Non, donc en fait, justement, si vous voulez, le fil conducteur du spectacle, c'est un peu toute cette dialectique entre ce fait de choisir, de ne pas choisir au final, entre une identité qui est beaucoup plus complexe qu'on le faire croire, un rapport à la religion qui est plus complexe qu'on le faire croire, et un rapport également à l'engagement. Je pense qu'on vit une époque où tout le monde aimerait se poser, aimerait une stabilité, mais on est tous animés par une espèce de volonté, de soif de liberté. Attiré. Et voilà, et justement, le fil conducteur du spectacle, que ce soit en texte ou en impro, c'est justement toute cette schizophrénie, consciente ou inconsciente, d'un monde où on veut tout à la fois et on a du mal à choisir une direction plutôt qu'une autre. Donc le spectacle s'appelle Charo responsable, mais il est beaucoup plus, je dirais, profond qu'il en a l'air. Bien sûr. Même si les thèmes que j'aborde sont quand même d'une légèreté, d'une efficacité, c'est voulu, mais c'est un peu l'idée, quoi. Claudine Le Tournaison, Charo, vous connaissiez le terme, vous l'aviez déjà entendu ? Non. Voilà, vous l'avez découvert aujourd'hui. Absolument. Voilà, le terme, même si encore une fois, vous venez de le rappeler, ce n'était pas que sur ce personnage. L'art à présent avec vous, Salma Chedadi, avant tout à l'heure le cinéma et votre documentaire. Alors, Redburn, que raconte votre exposition que l'on peut voir donc à Marrakech ? Alors d'abord, c'est ma première exposition au Maroc et ça me touche beaucoup parce que c'est un endroit où j'ai grandi, mais c'est aussi un endroit où, parce que finalement la peinture, l'art en général, il n'est pas reçu de la même façon selon l'endroit où il se situe, où il est montré. Et là particulièrement, oui, ça me touche parce qu'il est question de portraits, de regards sur le masculin et sur un masculin qui ne se performe pas comme les charros, en tout cas une certaine forme de vulnérabilité que j'ai pas eu l'habitude de voir représenter. Et donc c'est quelque chose qui était important pour moi, que je recherche depuis quelque temps. On voit vos œuvres, vous explorez effectivement, vous tourniez vers Mali, vous explorez justement le masculin au-delà du récit héroïque, là où la virilité justement, vous le disiez, se performe pas. Il est éminemment question du rapport au corps. Et vous parlez aussi de la couleur rouge que vous arborez aussi aujourd'hui. Comment vous avez créé cette œuvre ? Alors le rouge, c'était une couleur qui est la couleur de la violence, qui est la couleur de la guerre initialement, mais qui est aussi celle du désir, qui est la couleur de la brûlure, d'où le titre. Mais c'est une couleur que j'avais envie de m'approprier pour en faire quelque chose d'assez tendre, d'une couleur de la douceur aussi. Ces couleurs, parce que c'est du rouge, mais aussi il y a du rose, des orangés. En tout cas, c'est des couleurs fluo très très vives et qui sont des pigments qui sont assez nouvelles et qui sont un peu liées aussi à ces nouvelles représentations, de ces nouvelles qualités d'imagerie. En fait, dans les nouveaux écrans, et plus les qualités des écrans s'améliorent, plus on a des images et des couleurs très 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 flash. Et j'avais envie de réinjecter ça dans la peinture. Pourquoi brûlure ? Redburn, brûlure rouge, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Oui, on pourrait traduire comme ça. En fait, ce que j'ai voulu, c'est travailler des portraits avec des superpositions de glacis, de couleurs blanchâtres, bleutées, très très légères, et créer la lumière par le rouge. Et en fait, c'est une espèce d'effet de négatif. Et je trouve que le rouge, il injecte quelque chose de très solaire, très, très vivant, de très désirant, et qui nous happe. Et pour moi, en tout cas, c'est une couleur qui appelle au toucher, et ça rend les peintures un peu plus tactiles d'une certaine façon. Ça crée un rapport avec le public aussi particulier. Autre actualité, donc, puisque je le disais, vous êtes une artiste pluridisciplinaire. Votre film documentaire, réalisé avec Karel Fitoussi, Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? La phrase ne paraît pas, elle est violente, on va clairement le dire, mais beaucoup de tendresse dans ce film. Je trouvais ces enfants adorables. On regarde cet extrait. Je veux aller dans une maison à côté de mon école. Parce qu'il habite à l'hôtel. Oui, mais... Moi aussi j'habite dans l'hôtel. Non, c'est pas ça. Maintenant, je suis passée dans les maisons de l'hôtel. On a changé de maison. La maison
mon papa, elle est plus loin de ta maison. Et moi, je prends tout le temps ma voiture là. Où est-ce que tu habites, toi? À Drancy. À Drancy. Comment tu fais pour venir à l'école? Je prends du métro tous les matins. Moi, j'ai pas envie que tu partes de cette école. Après, moi, ça me fait de la peine. Moi, j'ai comme Margot. Arrête. Moi, j'ai peur que t'as pas de copain. Mais si j'ai un copain. J'ai un copain qui s'appelle Mamadou. Mamadou est petit. Moi, je sais qu'il va trouver des autres copains quand on change d'école. Après, on a beaucoup de copains. Et Maîtresse, Anna, il pleure. Voilà pour cet extrait plein de tendresse, d'amour aussi. Comment est née l'idée de ce long métrage tourné dans une école maternelle à Paris, dans le 11e arrondissement? Exactement. En fait, on a rencontré avec Ariel ce groupe d'enfants qu'on a trouvé tout à fait exceptionnel, hors du commun, pour plusieurs raisons. D'abord par la mixité qu'il y avait dans cette classe, parce que c'est des personnes, oui, j'ai envie de dire des personnes, parce que c'est des enfants par leur âge, mais c'est vraiment des identités et des personnages à part entière. Et donc, c'était des personnalités qui venaient d'un milieu socio-culturel très, très différent, parce que c'est une école REP, en réseau d'éducation prioritaire, donc avec des familles qui présentent des différences socio-économiques très importantes. Et donc, ces petites personnes avaient déjà des avis très fondés sur les choses, avaient la capacité aussi, parce qu'à 5 ans, on a un développement du langage qui permet d'avoir une certaine capacité d'argumentaire et d'argumentation. Et ces enfants, ils sont abreuvés comme nous d'images en continu, de guerre, de conflits. Donc vous abordez la religion, la guerre, ils abordent ces thèmes. Ils parlent d'absolument tout. Et ce que j'ai trouvé, ce qu'on a trouvé de passionnant, c'est que on avait envie qu'ils parlent de notre époque, et au lieu de simplement en parler et de témoigner, ou de commenter les sujets d'actualité, on voit à travers eux que l'époque change, parce que dans leur comportement, dans leur rapport les uns aux autres, dans leur façon de s'exprimer, de s'habiller, de réagir aux élections ou à la guerre, etc. Eh bien, il y a un vrai témoignage, un vrai miroir tendu. Il y a aussi une question sur la place des filles. Il y a un garçon qui dit c'est la cuisine. Réponse, c'est pas que les filles. Mon père, il fait la vaisselle. On retrouve la question de la paternité. Pourquoi ce titre ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Parce que c'est une question qu'on entend beaucoup quand on est enfant, quand les parents sont un peu en colère, ou les adultes qui sont en charge de nous. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Parce que c'est vraiment une espèce de cri de désespoir. Et finalement, peut-être qu'on est responsable, en fait. C'est ça qu'on voulait faire passer comme message, c'est qu'on est responsable de ces enfants, mais on est aussi responsable de l'école et de l'institution républicaine. Et c'est vrai qu'on les entend rarement, ces enfants, et c'est bien aussi de leur donner la parole à travers votre documentaire, à voir donc chez nos confrères d'Arte au mois de février et sur arte.tv dès le 11, c'est bien cela. Et chers invités, à présent, vos coups de cœur culturels, c'est notre séquence atmosphère. Claudine Le Tourneur d'Ison, le film Le Chant des forêts de Vincent Munier, un film qui s'adapte d'ailleurs parfaitement à tous les âges et notamment aux plus petits. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce documentaire? Alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est par rapport à la Panthère des Neiges, où on est dans un espace ouvert et blanc. Ouais. Et là, c'est radicalement l'inverse. On est dans un espace complètement fermé dans la forêt, avec les arbres. Dans les Vosges. Et dans les Vosges. Et on est dans une tonalité très sombre pendant tout le film, avec du brouillard. Moi, ce qui me frappe dans ce film, la première chose, c'est la beauté des images et le talent, le génie de Vincent Munier pour arriver à produire ce genre d'images, à filmer les animaux, la patience qu'il faut. Et puis aussi, ce qui me touche dans ce film, c'est l'idée il faudrait, nous, humains, revenir un peu plus à la nature et la respecter un peu plus. Voilà pour ce beau film, donc, Le Chant des forêts. Le cinéma aussi, pour vous, Malik Belkhodja, vous avez choisi le film d'Alexandre Arcadi, Ce que le jour doit à la nuit, adaptation du roman de Yasmina Khadra. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce long métrage ? Donc effectivement, initialement un roman de Yasmina Khadra. J'ai pas été très original, mais c'est un de mes films préférés. Pourquoi ? Parce que ce qui anime ce film-là, c'est en tout cas l'idée que j'en retiens, c'est cette peur de passer à côté de la plus belle histoire de sa vie, ce qui est le cas du personnage principal qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie parce qu'il ne prend pas assez de risques. Et quelque part, c'est un peu un des moteurs qui m'anime, moi en tant que et aussi en tant qu'artiste, en tant que même ce personnage de Charo qu'on décrivait tout à l'heure.
quelque part, le moteur, cette personne-là qui enchaîne un peu les conquêtes, même si la finalité peut être caricaturale, je dirais que l'origine peut être plus noble et profonde que cela, à savoir le fait de rechercher l'amour. Ouais, il vaut mieux avoir des regrets que des remords, je crois. C'est comme ça qu'on dit, en effet. Je suis pas sûr, mais... Salma Chedadi, on reste dans l'exposition. On reste à Marrakech, à la galerie MCC, avec Sana Arakas. Vous avez choisi son exposition. Un mot sur cette artiste et pourquoi vous plaît-elle? C'est une artiste, une jeune peintre marocaine. Je trouve que c'est important de se soutenir un petit peu, mais surtout, j'ai eu un vrai coup de cœur parce qu'elle présente des œuvres monumentales, des très grandes peintures. Ce sont des lits défaits. C'est une peinture qui est très viscérale, très picturale, il y a beaucoup de matière et qui est très sensuelle. Ça me plaît beaucoup et ce sera présenté aussi à la Foire d'art contemporain africain, à la 154, en février. Merci beaucoup Claudine Le Tourneur, disons Malik Belkhodja, et merci à vous également Salma Chedadi d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être fidèle à MOE. On se retrouve la semaine prochaine et quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. À très vite sur TV5 Monde.